Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'interviewer Bernard Jadot, un écrivain français qui a réalisé 40 ouvrages, dont 12 romans. Bonjour Bernard, merci d'être venu. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui auront la gentillesse de nous entendre. Première question, décrivez-nous votre genre. Mon genre littéraire? Yes. Bon, alors mon genre littéraire, il est pluriel. Je suis écrivain dans plusieurs domaines. Premier domaine, celui que je place en premier parce que celui que je préfère, c'est l'écriture de romans. J'ai écrit à ce jour une douzaine, 12 même très exactement, 12 romans. Ce sont toujours des polars, mais toujours des polars un peu psy, un peu satiriques, un peu acides, un peu moqueurs, et comme tous les polars, avec une énigme, avec des flics, avec une intrigue, et toujours ça se passe, ça se déroule dans les rues de Lyon. J'adore ma ville, j'adore Lyon, c'est l'une, à mon sens, des plus belles villes du monde, à la fois florentine et française, et c'est tellement beau de la décrire que j'adore. Alors, premier genre, donc, les romans. Deuxième genre, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle des livres documentaires, notamment des livres sur le sport. J'ai fait pour les ados le petit ABC du judo, le petit ABC du rugby, différents sports ainsi, petit ABC du tennis. Je suis très sportif et j'aime beaucoup travailler sur les livres pour ados, les livres sportifs. Et puis dans le genre documentaire, eh bien, l'histoire de Lyon, l'histoire de Villeurbanne, des anecdotes. J'ai écrit aussi beaucoup de nouvelles, alors des nouvelles toujours sur Lyon, toujours, j'ai même fait une fois un livre de nouvelles érotiques sous un pseudo. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Voilà, dans les livres, livres documentaires et livres romans. À ce jour, j'ai fait publier une quarantaine d'ouvrages, dont 12 romans. Voilà. Deuxième genre littéraire, c'est le théâtre. J'ai écrit 12 pièces de théâtre qui tournent un peu partout avec des compagnies qui sont jouées à gauche, à droite, et que moi je joue avec une compagnie aussi qui s'appelle Gustave et Lucie, avec des partenaires toujours les mêmes. Et on retrouve un petit peu dans les pièces de théâtre ce qu'on trouve dans mes romans, c'est-à-dire ce côté moqueur, ce côté satirique, ce côté impertinent, on va dire. Voilà pour l'écriture, j'ai envie de dire l'écriture de livres ou de pièces de théâtre. Et puis parallèlement à ça, ben, ma vie, ça a toujours été l'écriture, puisque j'ai pris ma retraite il y a très peu de temps, mais jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais journaliste et j'ai été journaliste pendant 40 ans. J'ai fait du quotidien beaucoup avec le quotidien Le Progrès de Lyon, mais j'ai écrit aussi pour le mensuel féminin Marie-Claire, j'ai écrit pour le journal international France-Amérique, j'ai écrit pour France Judo parce que je suis un passionné de judo. Donc l'écriture fait partie de ma vie, ou peut-être l'inverse, je fais peut-être partie de la vie de l'écriture, je ne sais plus bien. Voilà. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors, j'ai commencé mon premier roman avec un copain. On faisait ça à quatre mains. J'avais 16, 17 ans. Ça n'a bien sûr pas dépassé la page 30, mais c'était un petit peu dans ma tête. J'ai toujours eu envie d'écrire. Et puis, je suis rentré au Progrès. J'ai commencé ma vie professionnelle comme professeur de biologie, c'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture. Mais ça m'a très vite saoulé parce que c'était un peu répétitif comme métier. Et je suis rentré au Progrès parce que j'étais judoka pour écrire des articles sur le judo. Et de fil en aiguille, j'ai écrit un premier roman. Mon premier roman publié, je devais avoir 28 ans, quelque chose comme ça. Qui vous a donné envie d'écrire? Qui m'a donné envie d'écrire? Je trouve que c'est le plus beau
mode d'expression qui puisse exister. J'aime tous les arts, hein. J'aime la peinture, j'aime la sculpture, mais je trouve que l'écriture, c'est le plus ouvert parce qu'il n'y a aucune limite. Donc, l'écriture a toujours fait ainsi partie de ma vie. Et si votre question est quels sont les auteurs qui m'ont influencé, c'est un peu double. Quand j'étais gamin, j'avais 12, 13, 14, 15 ans, enfin quand j'étais ado, j'ai dévoré tout Marcel Pagnol. J'ai adoré. J'ai adoré l'univers de Pagnol, j'ai adoré cet univers de Provence, les gens, les descriptions. Et puis, très rapidement, ado, même chose, vers 14-15 ans, j'ai découvert Frédéric Dard et San Antonio, qui est un impertinent, un moqueur, un coquin, et j'ai adoré ce qu'il fait. Donc, j'ai envie de dire, mes deux pères en la matière sont Pagnol et Frédéric Dard. Comment faites-vous pour créer vos personnages? Alors, je ne suis pas sûr de les créer. Je me défile pas quand je dis ça, mais en fait, je prends toujours des morceaux de quelqu'un que je rencontre dans le métro, avec quelqu'un qui fait partie de ma famille, avec quelqu'un de mes amis. C'est toujours, mes personnages sont toujours complexes et fabriqués à partir de plein de gens. Euh, j'ai envie de dire, ce sont mes personnages principaux. Et je m'aperçois qu'en écrivant un roman, tout de suite, au bout de 3-4 pages, ces personnages principaux prennent une certaine autonomie et après, c'est eux qui créent un peu mon histoire. C'est-à-dire que j'avais un début d'histoire dans la tête et jamais un livre n'avance et ne se termine comme je l'avais imaginé. Parce qu'à partir du moment où j'ai des personnages, c'est un peu eux qui écrivent le livre avec moi, voire moi qui l'écris avec eux, c'est un peu eux qui décident. Vous a inspiré à écrire? Bah, tous les Pagnols, tous. J'ai pas de et tous les San Antonio. J'ai pas de titre. J'ai vraiment adoré. J'ai lu tous les Pagnols plusieurs fois. J'ai lu tous les San Antonio plusieurs fois. J'ai envie de dire que j'ai un peu des gourous comme ça. C'est Pagnol, c'est Frédéric Dard et en cinéma j'ai un gourou, c'est Claude Lelouch. J'entre complètement dans ses délires. C'est pareil. Les histoires de Pagnol, les histoires de Lelouch, les histoires de Frédéric Dard, je rentre dedans des deux pieds joints, tout le temps. De vérité dans vos livres? La notion de vérité, j'écris essentiellement pour me faire plaisir. Et la vérité, je la trouve pas tout le temps belle, pas tout le temps agréable. Donc, je recrée mes personnages, je recrée mon univers, je recrée mon monde et donc je recrée mes vérités à ma façon. Donc, euh, c'est jamais des livres très sérieux, mes livres. Et puis, et puis, peu importe si un jour je parle d'une voiture électrique en disant des bêtises sur la voiture électrique, les gens qui vont lire un roman, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Il peut y avoir quelques petites erreurs. La notion de vérité me passionne pas. Mais j'ai la chance d'avoir un frère qui est un peu un professeur Nimbus. Il est agrégé de physique, il est très scientifique, très pointu, et je lui fais relire toujours mes manuscrits avant de les donner à mon éditeur, et la moindre incohérence, il la trouve, il la chasse, et il m'oblige à la corriger, donc je la corrige. Vos romans sont-ils influencés par des éléments de votre vie? Oui, forcément, forcément. Je m'en rends pas forcément compte, mais je pense que tous les romanciers, même si l'histoire est à 10 000 kilomètres d'eux-mêmes, même si forcément on écrit, un auteur n'écrit jamais que ce qu'il est lui-même. D'une autre façon, si au lieu de prendre un héros de mon âge, c'est-à-dire un senior, je vais prendre une héroïne, une très jolie fille, artiste peintre, qui a 23 ans, qui est belle comme un cœur, néanmoins, ces neurones, ce seront les miens.
néanmoins. Et forcément, on n'écrit que ce qui nous est arrivé, on n'écrit que ses propres vérités, qui d'ailleurs n'en sont pas des fois. Votre style d'écriture a-t-il évolué au fur et à mesure des années? Oui, forcément, forcément. J'ai commencé à écrire, j'avais pas 30 ans, j'en ai 70, 40 ans de. J'ai fait 40 bouquins sur 40 ans, forcément, oui, oui. Et je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, reprendre mes premiers livres et les relire. Ça me fait bizarre. J'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai écrits. C'est donc bien que mon écriture a évolué, parce que je me reconnais pas forcément dans des livres que j'ai écrits il y a plusieurs décennies. Donc forcément, mon écriture a muté. Elle a, j'espère, elle s'est enrichie avec le temps, mais il y a des modes aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que moi j'ai changé, mais l'écriture aussi a changé. On n'écrit plus tout à fait pareil il y a 40 ans, et même au niveau du journalisme, il y a 40 ans, il fallait des phrases toujours bien structurées, avec un sujet, un verbe, un ou plusieurs compléments. Aujourd'hui, c'est pas gênant de faire des phrases à l'infinitif, de faire des phrases sans verbe. L'écriture est aujourd'hui plus tonique, plus active, peut-être moins riche, mais c'est notre forme d'écriture. Et forcément que j'ai grandi avec l'écriture. Mon écriture a grandi avec moi. Et si je veux pas être trop décalé, faut que je suive le train en marche. Des tendances littéraires actuelles? Oui, parce que je lis ce qui se fait, mais euh, je ne les suis pas forcément. Je ne suis que ce qui me plaît. Encore une fois, moi, quand j'écris un roman, mon premier but, c'est pas le nombre de lecteurs et le nombre d'euros que ça va me rapporter, c'est le nombre d'heures de plaisir que je vais prendre à créer mes personnages, à créer mes histoires, à inventer des vies. Un écrivain, il se prend un peu quelque part pour le bon Dieu. Hein. Il invente, il crée des mondes, il recrée des personnages, il recrée des histoires, il crée la météo, il crée tout. Un écrivain, euh, c'est la liberté même d'écrire. Hein. On écrit ce qu'on veut. Écrivez-vous le mot fin? Le mot fin, à quel moment vous voulez dire? À la fin, oui. Quand est-ce que mon livre est terminé? C'est un peu mon éditeur qui l'écrit pour moi. C'est-à-dire que je préviens généralement mon éditeur, je lui dis, je commence un nouveau roman, je te le donne dans 8 mois. Il me faut à peu près 8 mois, toutes taxes comprises, pour écrire un roman. Donc, au bout de 7 mois, il commence à me dire, bon, t'en es où? Bon, t'en es où? Et je lui dis, bah écoute, c'est terminé, mais je suis pas sûr de moi, je relis, je relis. Et puis, s'il ne me persécute pas, je suis capable de relire pendant 3 ans. Donc, c'est lui qui met le haut là. Et à un moment, il me dit, bon, je te donne comme délai le 15 mars. Si tu me le donnes pas le 15 mars, je l'édite pas. Donc c'est un peu lui qui met le mot fin. Mais il a raison, parce que sinon, peut-être je ne l'écrirai jamais. Je me sens tellement bien avec mes personnages, à leur changer la couleur de cravate, à leur changer la marque de ceci, leur voiture. Je trouve toujours quelque chose à refaire, à redire. Donc si on m'oblige pas, ça peut traîner très très longtemps. Mais il est un peu draconien avec moi, donc c'est pas mal ça. Une maison? Alors, j'ai eu plein d'éditeurs dans ma vie, mais depuis à peu près 10 ans, c'est toujours la même maison d'édition qui s'appelle les éditions du Poutan, Poutan, et qui sont basées à Villefranche-sur-Saône, à 30-40 km au nord de Lyon. C'est une petite maison d'édition, mais très sérieuse, avec beaucoup de suivi, et surtout, j'ai beaucoup de liberté, voire une liberté totale. Jamais mon éditeur ne me dit ah, t'es sûr qu'on met ça, ça risque. Non, il relit, on enlève les erreurs éventuellement. S'il trouve qu'une phrase est bancale, et ça arrive, on la revoit ensemble. C'est son travail d'éditeur. Il va travailler la couverture, mais il ne se mêle pas de mes histoires, et je lui en sais gré, parce que, comme beaucoup d'auteurs, j'aime pas qu'on touche à mes histoires. L'un de vos romans dont vous êtes le plus fier?
Oui, j'en ai un. C'est un livre que j'ai sorti il y a 4 ou 5 ans. C'est le seul livre d'ailleurs qui a eu 2 prix. Hein, mais c'est pas parce qu'il a eu des prix que j'en suis très fier. En fait, ce livre, j'ai pris justement ce que je pouvais trouver de plus loin de moi comme personnage. Mon personnage, mon héroïne, c'est une jeune fille. Je ne suis pas une jeune fille. Elle a 20 ans. Hélas, je ne les ai plus. Et elle est sourde et muette. J'entends bien et je parle bien. Elle est vraiment à des milliards de kilomètres de moi. Et cette jeune fille, je lui ai donné une telle pêche dans la vie, une telle foi dans la vie que elle m'a donné tellement de bonheur à l'écrire, à la décrire, à raconter ses amours, à raconter son enquête, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui, le jour de ses 20 ans, se rend compte, découvre chez sa grand-mère un tableau de Rubens. Sa grand-mère est une femme humble, mais ce tableau de Rubens vaut des millions d'euros. Donc elle demande à sa grand-mère ce que fait cette toile ici, tout en langage des signes, bien sûr. Et sa grand-mère lui dit que c'est une toile qui a été volée au moment de la rafle du Veldiv pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette jeune fille de 20 ans n'aura de cesse jusqu'au moment où elle retrouvera les héritiers de ce tableau qui n'a rien à faire dans sa famille. Et elle va faire une enquête. C'est vraiment une enquête de police, hormis qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de flic, c'est elle qui fait l'enquête et elle va remonter pour trouver les héritiers de ce tableau de Rubens, avec bien sûr toutes les difficultés qui peuvent être amenées par sa surdité. Hein. Mais elle est tellement péchue, elle est tellement belle, elle est tellement volontaire qu'elle surmonte toutes les montagnes. Et de raconter cette jeune femme et son histoire, ça m'a fait rajeunir et j'ai eu 20 ans pendant tout le temps où j'ai écrit ce livre. Donc, de loin, c'est mon personnage préféré, oui. Lily. Et le livre s'appelle Lily au tableau. Bien sûr, le tableau de Rubens. Comment faites-vous pour trouver le titre de vos livres? C'est un exercice très difficile en règle générale, mais ayant fait 40 ans de presse quotidienne, c'est aussi un exercice très difficile pour les journalistes, parce que c'est avec le titre qu'on lira ou qu'on ne lira pas le papier. Donc, j'ai une bonne expérience des titres. Il faut qu'ils soient suffisamment intrigants, suffisamment énigmatiques, qu'il en raconte un peu, mais pas trop. S'il peut y avoir un double sens, c'est encore mieux. J'aime beaucoup l'exercice de trouver un titre. Et puisqu'on parlait de mon éditeur tout à l'heure, jamais l'éditeur ne m'a refusé un titre, parce qu'il faut savoir que le titre d'un ouvrage, c'est la prérogative généralement de l'éditeur. Mais tous les titres que je lui ai proposés jusqu'à maintenant, il les a pris. J'aime tellement ça qu'il m'arrive que d'aider pour des titres. J'ai des confrères ou écrivains ou des consoeurs écrivaines qui me disent ah j'ai tout fini mais j'arrive pas à trouver un titre qui me branche et quelquefois eh ben, je donne un coup de main pour trouver un titre. J'adore cet exercice. Quelle importance accordez-vous au décor et à l'ambiance dans vos récits? Ah ben, une importance énorme, notamment la ville, comme je vous le disais tout à l'heure, la ville de Lyon, qui est une ville absolument phénoménale, se prête par exemple au film. D'ailleurs, énormément de films sont tournés à Lyon et se prête aussi à la description. Il y a tellement de beaux endroits à Lyon que c'est facile à décrire. Et pour moi, le lieu est une belle description, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que ça saoule vite. Une belle description d'un endroit, c'est très agréable à faire. Et quand je suis lecteur, j'aime bien une belle description d'un endroit. Vos romans ont-ils un but ou une leçon à donner? Certainement pas un but. J'ai envie de dire que pour moi, un livre, un tableau dans un musée, une sculpture, le but c'est provoquer ou proposer une émotion.
Alors, si j'ai un but à mes livres, c'est partager de l'émotion avec mes histoires, partager l'émotion avec des gens que je connais pas. Et rien n'est plus agréable quand, par exemple, sur Facebook ou par courrier envoyé à mon éditeur, quand quelqu'un m'envoie un mot en me disant merci, j'ai rêvé avec votre livre. Je me dis, s'il y a une seule personne comme ça vaut le coup de l'avoir écrite. Non, jamais. Y a-t-il des éléments sociopolitiques dans vos livres? Pas trop, non. Pas trop. Alors, sociaux, on va dire oui, parce que forcément, quand on décrit la vie, ben, on décrit les riches, on décrit les pauvres, on décrit les gens qui vivent dans des maisons pourries, on décrit des assassins, on décrit des victimes, on décrit. Donc, forcément, c'est social. J'ai envie de dire, tout est social. Mais je ne le relie pas à une politique de gauche, de droite, ça me passe un petit peu au-dessus de la casquette, ça m'intéresse pas vraiment. Avez-vous une routine d'écriture? Oui, 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 oui. J'écris. Moi, je suis quelqu'un du matin. Donc, quand je suis en période d'écrire un roman, j'écris volontiers de 8h30 du matin jusqu'à 11h30, parce que l'après-midi, je ne suis pas capable. J'écris toujours au même endroit, sur mon canapé, avec mon Mac sur les genoux, ou bien à un petit bureau. Et j'écris toujours en écoutant de la musique. Et ça, c'est très obsessionnel. J'ai une sorte de liste de musique que j'aime bien, je ne sais plus, mettons 400 ou 500 titres complètement différents, que j'écoute en boucle. C'est répétitif, c'est obsessionnel. J'écoute sans écouter, mais ce bercement me permet d'écrire mieux et plus vite. Ouais. Quelle musique écoutez-vous? Alors tout. Euh, Beaucoup de chansons à texte, style Brel, Brassens, beaucoup de chansons de mon époque par des gens fabuleux, style Léonard Cohen, Bob Dylan, John Baez. Du classique, de la variété française, ça va de Moustaki à Clara Luciani, c'est très éclectique. Euh, et cette répétition me permet d'entrer dans mon livre. Connaissez-vous les situations auxquelles vos personnages sont confrontés? Alors, je choisis une situation de départ. Souvent, c'est des romans policiers, donc il y a forcément, ça commence très souvent par un ou deux ou trois cadavres. Il y a un ou plusieurs assassins. Il y a des flics. Alors, j'ai à peu près mon histoire. Mais à partir du moment où je commence, c'est un peu eux qui m'embarquent et mon histoire ne se termine jamais comme j'avais imaginé qu'elle se terminerait. Avez-vous des métaphores? Mais je les recherche pas. Ça peut arriver, on peut. Et puis parfois, il y a des choses qui sont difficiles à dire. Alors on trouve un moyen détourné. Mais non, globalement, je suis assez direct, je suis assez franco. J'ai pas trop peur des mots, j'ai pas trop peur des situations. Préférez-vous écrire une histoire, enfin, une fin heureuse ou une fin ouverte? Alors ma fin est toujours ouverte, c'est-à-dire que, mais ça c'est un petit peu une technique de vieux renard de l'écriture, quand on écrit un bouquin, on se dit que de toute façon, il y en a un autre qui viendra après. Donc je ne ferme jamais les portes, je les laisse toujours ouvertes pour que le bouquin d'après puisse s'accrocher à celui-là. Hein. Euh, mais globalement, alors oui, j'aime rire, j'aime le théâtre, j'aime la vie, j'aime la fête, donc mes histoires sont plutôt heureuses. Mais cela dit, dans un polar, comme il y a toujours des macabées, c'est jamais très heureux pour le macabé. Peut-être que j'avais rencontré lors de vos écrits. La difficulté, parfois, c'est le temps qui manque, c'est la vie qui est chronophage et trouver des moments de solitude pour écrire. Euh, Et puis une autre difficulté qui est plus conjoncturelle et qui, je pense, arrive à tous les gens qui écrivent, c'est-à-dire que j'écris, j'ai plein d'idées, j'ai plein de... Et puis du jour au lendemain, je me retrouve avec plus rien à dire. Je sais pas, je sais plus où avancer.
Donc, ça m'inquiétait beaucoup au départ. Et puis, je me suis rendu compte, bah, il suffit de fermer le roman, de le mettre dans un tiroir, de faire autre chose pendant une semaine, et on est tellement content de le reprendre qu'on a plein d'idées. Parfois, il faut accepter d'être sec, d'être blanc, de rien avoir à dire. Ça ira mieux demain. Et si ça va pas mieux demain, ça ira mieux la semaine prochaine. Comment abordez-vous la question du langage? Dialogue dans mes livres. Donc je fais en sorte que mes personnages, quand ils parlent, ça ressemble à des gens qui parlent et non pas à des gens qui écrivent. C'est-à-dire que comme je suis comédien par ailleurs, j'ai toujours dans la tête, moi, la scène comme comédien de théâtre ou la pellicule comme comédien de série ou de film. Et, il faut être la, la, le langage parlé, il est assez brutal. Des fois, il suffit même de ne pas parler pour dire beaucoup. Il suffit de lever un sourcil et ça veut dire beaucoup. Hein. Donc, j'ai pas peur du langage parlé. Parfois, le langage parlé, il est très brut. Parfois, c'est pas très joli quand on parle. Parfois, ça peut être vulgaire. Parfois, ça peut être énervé. Parfois, ça peut être brutal. J'essaye de retracer tout ça pour être vrai. J'essaye de faire mes dialogues vrais. Avez-vous une méthode particulière pour écrire vos romans? Non, je ne suis qu'un du verbe suivre, je ne suis qu'un objectif, mon plaisir, mon bonheur à écrire. Et exactement comme une scène de théâtre, quand je joue et que je me dis si je m'amuse beaucoup dans une comédie, le public va s'amuser. Je me dis la même chose dans un roman, si je m'amuse beaucoup à l'écrire, le lecteur va s'amuser aussi. C'est encore une fois, c'est de l'émotion et des sentiments partagés. Alors bien sûr, il y en a qui entrent dedans, il y en a qui n'entrent pas dedans, c'est comme tout roman, on ne peut pas plaire à tout le monde, jamais, mais à partir du moment où on a du plaisir à faire les choses, elles se partagent beaucoup plus aisément. Avez-vous la correction de vos romans? Alors, ben, moi, je les relis plusieurs fois. Je les fais relire à deux, trois lecteurs très privilégiés qui sont très pointus là-dessus. J'ai un ami qui est imprimeur, il sait chasser les fautes d'orthographe, donc il me relit mes romans. J'ai mon frère qui est un maniaque de chez Maniac qui relit mes romans. Et puis après, bien sûr, c'est le travail de l'éditeur de chasser les coquilles, de chasser les éventuelles imperfections. Utilisez-vous un appareil pour enlever les fautes d'orthographe? Alors, comment j'enlève les fautes d'orthographe? C'est ça la question. Oui. J'ai pas. Oui, ben quand j'ai des doutes, je cherche sur une encyclopédie, je cherche sur Google, je passe aussi quand même au correcteur d'orthographe parce que les fautes les plus difficiles à trouver, c'est les fautes vraiment bêtes, style faute de frappe. Si à maison, on met deux S, ça fait maison. Et à la relecture, on ne le voit pas. L'œil passe dessus, il ne le voit pas. On verra beaucoup plus facilement une faute d'accord de participe passé qu'une faute d'orthographe d'usage. Et ça, le correcteur orthographique ne les laisse pas passer, c'est très bien. Avez-vous déjà écrit en auto-édition? Non, jamais. J'ai eu la chance d'être édité par un éditeur dès mon premier roman. Et après, bah, les éditeurs m'ont toujours fait confiance. Donc non, j'ai jamais édité tout seul. Et j'aime bien le travail et la collaboration éditeur-auteur. Selon vous, quel est le rôle de l'écriture dans la société? Il y a deux rôles principaux. Il y a le premier, celui que je préfère, c'est considérer l'écriture ou la littérature comme un art, c'est-à-dire un livre, ça peut être beau, ça peut donner de l'émotion, exactement comme un tableau, exactement comme une musique, exactement comme une sculpture. Donc la littérature est donneur ou donneuse d'émotion. Et puis, la littérature, elle peut aussi faire passer des messages.
Ça peut être des messages, j'en sais rien, moi, sur le réchauffement de la planète, ça peut être des messages politiques, ça peut être des messages sociaux, ça peut être... et consciemment ou inconsciemment, forcément, un auteur fait passer des messages. Moi, je sais que j'en fais passer. C'est plus inconscient que conscient parce que je veux surtout pas me positionner en donneur de messages et encore moins en donneur de leçons. Mais forcément, quand on dit ce qu'on pense, ben on fait passer un message. C'est l'un des buts de l'écriture. Je pouvais passer une seule question. Quelle serait-elle? Ben, je pense qu'elle dirait, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que tu es venu m'inventer? Qu'est-ce que tu es venu me chercher? D'où je sors? Et je serais bien normal de répondre parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un personnage, pour moi, c'est un puzzle fait à partir de dizaines de personnages. Je prends un peu du caractère ici, un peu du physique ici, un peu de la taille ici, un peu de la profession ici, et je recrée un nouveau personnage. Je me prends un peu pour Dieu des fois. Quelle scène de votre livre auriez-vous aimé ne jamais écrire? Les romans était une histoire d'amour qui se passait à Phnom Penh, capitale du Cambodge, pendant la guerre du Cambodge en 1975. Il y a donc exactement, mais vraiment exactement, 50 ans, un demi-siècle. Et il se trouve que moi, j'étais un tout jeune prof, un gamin, j'avais guère plus de 20 ans, je me suis trouvé prof de français à Phnom Penh, à l'université bouddhique. Et dans ce premier livre, je raconte la guerre, entre autres. J'aurais aimé ne jamais la raconter, j'aurais aimé ne jamais la vivre et j'aurais aimé qu'il n'y ait jamais cette guerre. Si vous pouvez échanger de place avec un de vos personnages, lequel choisirez-vous? Eh bien, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Celle qui a le plus la pêche, c'était ma petite Lily, qui est sourde et muette, qui a 20 ans et qui donne tellement envie de vivre à tous ceux qui l'entourent que ça doit être un bonheur d'exister comme ça. Donc j'aimerais bien être ma petite Lily. Comment est adapté dans un film? Quel personnage incarnerait le mieux les personnages principaux? Ah, j'ai un couple de flics récurrents qui résout généralement mes énigmes. C'est un vieux flic qui est proche de la retraite, qui est bougon, qui conduit une Harley Davidson, qui est assez génial, mais qui est un vieux râleur, un vieux grincheux. Et il fait équipe avec une jeune fliquette qui a une trentaine d'années, qui a une pêche d'enfer, qui a les dents longues, qui est pleine d'idées, qui a peur de rien, qui court vite, qui tire bien, qui a plein de qualités. Et qui je verrais bien pour interpréter ça eh ben, je sais pas bien. Il peut pas le jouer bien sûr puisqu'il n'est plus de ce monde, mais j'aurais aimé un flic du style pour lui, un Philippe Noiret, ce genre de vieux grincheux, de vieux râleurs, de vieux un peu philosophe quand même, mais un vieux bonhomme en fin de piste, en fin de route. Et puis, quant à la, j'ai jamais pensé, elle est intéressante votre question. Et la jeune femme, euh, allez, une Sophie Marceau, peut-être jeune, à 30 ans, ou une Mélanie Laurent, ou ces comédiennes qui semblent n'avoir peur de rien, ne pas avoir froid aux yeux, être capable de. Il faut sauter du toit, on saute du toit. Voilà. Comment imaginez-vous l'écriture de vos livres dans 10, 20 ou 30 ans? Ben, j'espère qu'ils seront encore dans les bibliothèques parce que l'avantage d'un livre, c'est qu'on peut lire aujourd'hui un livre qui a été écrit à la fin du 19e et le trouver bien, le trouver beau, se dire que bien sûr ça a vieilli, bien sûr le monde n'est plus le même,
mais il est bien raconté et c'est intéressant. Un livre, c'est aussi une page d'histoire, donc bah, j'espère que je serai toujours dans les bibliothèques et puis que peut-être dans 20, 30, 40 ans, quelqu'un tombera sur ce bouquin et va dire ah, tiens, c'était comme ça en 2018 ou en 2024, ou ah ouais, pas mal. Qu'est-ce qui rend un roman réussi? Qu'est-ce qui fait un roman réussi? L'histoire, une belle histoire. Parce que l'histoire, c'est de la création, c'est de l'invention, c'est de l'imagination. Et après, il faut que ce soit bien écrit, mais ça, c'est du travail. Bien sûr qu'il y a du talent, mais c'est beaucoup du travail. Alors que l'histoire, ben, elle sort ou elle sort pas de la tête. Voilà. Tout le monde a plein d'histoires enfermées dans sa tête. Simplement, un auteur a peut-être une qualité différente des autres gens, c'est que elles sortent de la tête toutes seules. Mais je suis sûr, moi, je suis convaincu que les gens ont plein d'histoires dans la tête. Il suffit de trouver le bouton pour les faire sortir. La première phrase de votre roman qui vous semble le plus révélateur de votre style. Waouh! Alors, j'ai pas les premières phrases comme ça en tête. Je sais, mais ça, c'est une technique d'écriture, que la première phrase, elle doit être percutante. Elle doit secouer. La première phrase doit être un électrochoc. Donc, j'essaye que toutes mes premières phrases soient un peu percutantes et soient des électrochocs. Mais je les ai pas en tête comme ça, j'avoue. On sait qu'on vous a donné. Le pire conseil qu'on m'ait donné, la littérature, ça paye pas. Fais autre chose. N'empêche que c'est pas faux. Ah, c'est très pertinent, c'est très vrai. Parce que pour écrire un livre qui certes rapporte, mais pas énormément, le nombre d'heures qu'on y passe, que l'auteur y passe, euh, au tarif horaire, il est payé beaucoup, mais alors beaucoup moins bien que la pire des femmes de ménage horaire. Mm. Mais est-ce vraiment, certes c'est du travail, mais est-ce un travail? Pour moi, c'est du travail, mais c'est pas un travail parce que avant d'être un travail, c'est un plaisir, une passion, une émotion à partager, un rêve positif. Combien de temps vous a fallu pour rédiger tous vos livres? À peu près 8 mois par ouvrage. Si vous devez écrire un autre livre à plusieurs, serez-vous partant? Non, enfin pas un roman. Il m'arrive d'écrire des livres documentaires, par exemple l'histoire de la ville de Villeurbanne, l'histoire de la ville de Lyon. Ça, c'est intéressant à faire à plusieurs. Mais un roman, non, parce que je veux que les personnages, ce soient les miens et seulement les miens. Savez-vous que l'appât de la technologie peut améliorer l'écriture? L'améliorer, je ne sais pas, mais la détruire, peut-être. Euh, on peut aujourd'hui faire écrire un roman à ChatGPT. Donc, pourquoi pas pour faire des sous? Pourquoi pas? Mais encore une fois, pour moi, un roman, c'est avant tout une histoire de plaisir, de passion et d'amour. Et m'amuser avec ChatGPT, mais j'en ai rien à faire. Mais rien à faire. Comment la notion de temporalité et de rythme reflète dans vos riffs? Ah, le rythme, hyper important pour moi. Hein, chaque fois qu'on arrive en bas d'une page, il faut qu'on ait envie de la tourner. Il n'y a pas de doute. Hein. Un bouquin, ça doit avoir du rythme. Un film, ça doit avoir du rythme. Il faut qu'on ait envie de savoir la suite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le rythme, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important dans un livre. Comment faites-vous pour avoir ce rythme? C'est un peu speed de nature, donc il y a du rythme, forcément. C'est quoi le mot plagiat? Ben, plagiat, c'est copie. Alors, tout le monde plagie. Moi, encore une fois, pour créer un personnage, je le prends à partir de personnages qui existent. Euh, Ça, c'est pour moi de l'inspiration. Plagiat, c'est prendre ce qui est tout fait et le piquer et mettre son nom en bas. Il y a une faille énorme, il y a un fossé énorme entre l'inspiration et le plagiat.
Plagiat, c'est signer quelque chose qui ne vous appartient pas. Face. Comment faire face? Euh, Eh bien, en se rassurant soi-même et en se disant qu'on ne copie, qu'on ne plagie que ce qui est bien, que ce qui est beau. Les livres sont disponibles sur e-book. Non, 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 moi je suis de la génération où c'est le papier. Vraiment, mes livres sont commandables dans toutes les bibliothèques, la maison d'édition peut les envoyer, on les trouve sur les sites style Amazon, choses comme ça. Mais e-book, non, je me suis jamais... quelque chose qui m'aurait intéressé de faire, c'est de faire mes livres de façon sonore pour pour les gens qui conduisent et qui veulent lire un livre en conduisant, ils le lisent avec leurs oreilles. Pour les non-voyants, je trouve que en plus, en mettant des bonnes voix de bons comédiens, ça peut être très sympa un livre sonore. Mais e-book, moi je sais que je n'aime pas lire sur un écran. Je lis une page, une note, mais pas un livre. Le livre, c'est un objet et j'ai un rapport un peu amoureux avec l'objet. Vos livres sont-ils disponibles dans différents pays? Non, ils n'ont jamais été traduits. Alors on doit les trouver en Belgique, je pense, parce que l'éditeur, mais simplement là autour est francophone. Canada. Eh bien, c'est une colle, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Projets futurs, donc vous aimeriez parler. Je suis au travail là sur un livre documentaire avec une photographe et avec une illustratrice. C'est un livre sur le parc de la Tête d'Or à Lyon, qui est un parc qui a une histoire particulière, qui a une vie particulière dans le cœur de tous les Lyonnais. Donc, je suis en train de rédiger l'histoire de ce parc, des anecdotes sur ce parc. Voilà, c'est pas un roman. Et j'ai une petite idée de roman qui commence à poindre, mais bien trop tôt pour pouvoir en parler. Votre documentaire sera disponible quand? Je pense que on doit remettre le travail à l'éditeur en septembre pour que c'est ce qu'on appelle un joli livre, hein, un livre illustré, un bel ouvrage, pour qu'il soit en vente au moment des fêtes de Noël 2025. Donc, il va être disponible style fin novembre, début décembre 2025. Quelle est votre vision sur l'évolution de l'écriture dans les prochaines décennies? Eh bien, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'espère qu'il y aura toujours des gens pour avoir envie d'écrire, pour inventer des histoires, pour les écrire, pour les travailler, et que cette intelligence artificielle dont tout le monde parle va pas nous bouffer, ici comme ailleurs. Que vous aimeriez que vos lecteurs découvrent en lisant votre prochain livre? J'ai envie de dire, ce serait très prétentieux de le dire, mais peut-être un peu qui je suis et d'avoir envie de faire un bout de route avec moi. Le temps d'un livre, le temps d'une lecture. Comment fait-on pour acheter vos livres? Eh bien, en librairie, on les commande parce que certains sont épuisés, certains sont encore en vente. Ils sont tous répertoriés de toute façon. Il suffit de le commander à son libraire ou sur Amazon. Et ceux qui sont disponibles, eh bien, ils vous arrivent après en 48 heures ou en 72 heures. Ou bien de les commander aux éditions du Poutan par Internet, Poutan. Et quand ils sont disponibles, on vous les envoie. Vous êtes disponible chez Cultura, Fnac? Eh ben, sur les sites aussi, style Amazon, style. Voilà, oui, oui, bien sûr. Sur les plateformes, ils sont. Oui. Livre de Bernard Jadot et ça vous envoie directement sur Amazon, où on peut les trouver. Mais un petit libraire, c'est mieux qu'Amazon. C'est plus sympa. Libraire, c'est un métier. Amazon, c'est une grande surface, c'est pas pareil. Et est-ce que vous avez des réseaux que vous souhaitez partager? Spécialement, comme je suis à la fois écrivain et comédien, ben, peut-être le réseau de comédiens, parce que depuis très peu de temps, mais vraiment très peu de temps, ça fait une semaine ou 15 jours, j'ai ce qu'on appelle un agent
ou féminisons une agente, et c'est Johanna O'Haraud. Donc, euh, je suis maintenant dans le réseau de Johanna O'Haraud. Et on peut trouver ce que j'ai fait comme comédien en passant par le site maintenant de mon agente. Toutes vos pertinentes questions, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie encore de votre patience et puis de votre information qu'on a eue. Et, et ben, ce fut un plaisir. À très bientôt et bonne continuation. Merci à tous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous aimez apprécier de nouvelles choses, abonnez-vous. D'autres vidéos arrivent très vite sur différents sujets. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Actuellement, sur mon Instagram, je mets en, je fais un jeu concours avec l'auteur Elisabeth Guillot, spécialiste du genre fantastique, dans le but de faire gagner un livre d'éducation. Le jeu concours se termine le 9 mars. Bonne chance à tous!